Bonjour à tous, merci à Data Aquitaine de nous avoir invités. Donc, on devait être 3, mais Daniel s'excuse, il a eu un empêchement au dernier moment. Donc, on va vous présenter ce travail. Effectivement, nos Data Challenge, donc, qui sont un excellent terrain pour aborder l'impact environnemental du numérique avec les entreprises et les étudiants. Donc, ce qu'on veut leur montrer, c'est qu'ils puissent avoir du recul et se poser les bonnes questions dans leurs travaux, dans leur carrière, parce que l'impact environnemental derrière, c'est des opportunités de business, parce que c'est répondre à des cahiers des charges, parce que les clients vont demander des garanties environnementales pour avoir des subventions, les banques vont demander aussi ce genre d'aspect pour avoir des prêts. C'est aussi pour qu'ils puissent s'aligner avec les valeurs de leurs entreprises. Donc, il y a tout un tas de raisons pratiques qui font que c'est des questions auxquelles ils vont devoir répondre. Et du coup, parler de l'état de l'art, c'est se dire que l'impact environnemental, c'est différents types d'impact, c'est différents périmètres et différents outils pour y répondre. Donc, par exemple, si on est très près de l'ordinateur, on va mesurer l'activité de l'ordinateur, l'électricité qu'il consomme avec un wattmètre. On a eu une belle présentation ce matin de Dinergium sur ce sujet. Et voilà. Ensuite, si on regarde la littérature, on voit qu'il y a différents périmètres à considérer, différentes lois, différents critères, jusqu'à considérer la société dans son ensemble. Et c'est important d'avoir cette vision-là qu'on veut leur transmettre parce que il y a des scénarios qui sont faits par le GIEC, qui sont faits par l'ADEME, qui sont faits par RTE, qui indiquent le cadre que doit avoir la société pour rester dans des accords de Paris, par exemple, à 1,5 degré, et tous incluent une forme de sobriété. Donc, si on fait des optimisations locales, mais s'il n'y a pas une sobriété collective qui est mise en place derrière, du coup, est-ce qu'elle va être utile ou pas? En gros, la question environnementale ne peut pas être résolue comme un ensemble de problèmes indépendants qu'on résout séparément. Donc c'est pour ça qu'il faut l'intégrer dans cette approche globale. Et du coup, je parlais littérature, donc il y a plusieurs projets inspirants qui nous ont aidés pour voir ce qu'on voulait proposer pour notre Data Challenge, des enseignants, des chercheurs, des industriels qui ont décrit ce que je viens de vous montrer et qui proposent des outils open source pour mesurer l'énergie et mesurer vos solutions logicielles. Et en particulier, quand on parle de sobriété collective, on parle de transformation fondamentale. Tous ces scénarios qui permettent de respecter les accords de Paris, c'est des changements fondamentaux de valeurs qui du coup, quand on les aborde, on peut avoir quelques points de vigilance. Par exemple, comment être légitime pour en parler? Comment éviter le rejet? Est-ce qu'un informaticien va dire non, mon boulot, c'est de faire des algorithmes, là, c'est en dehors de mon cadre normal. L'effet anxiogène, parce que ça suppose un futur qui est assez noir. Comment est-ce qu'on aborde ça? Et où trouver du temps pour en parler? Parce que ça fait, en plus de toutes les nouvelles techniques d'IA qu'on n'a pas le temps de suivre, ça veut dire qu'il faut encore se rajouter ça à apprendre. La mesure, du coup, de l'électricité, la mesure de l'énergie que utilisent nos programmes, finalement, on trouve que c'est un excellent terrain pour aborder ces questions-là. D'une part, c'est quelque chose qui nous parle directement dans les technologies IT. C'est en quelque sorte balayer devant notre porte, quoi. Qu'est-ce que quelque chose sur lequel les programmes, c'est nous qui les faisons, donc on a un accès direct. Faire ce profiling, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce qui est efficace ou pas. Donc on a directement des gains d'efficacité, des gains d'énergie, des gains de temps, des gains d'argent. Donc ça nous intéresse aussi de s'occuper de ça. Et commencer à s'occuper de son énergie, c'est aussi s'ouvrir un espace de discussion pour dire « Ok, je ne vais pas regarder que l'accuracy de mon modèle, je ne vais pas être dans le jus à essayer de battre une baseline, à tuner mes hyperparamètres, je vais aussi avoir un peu d'espace pour penser à autre chose. » Donc, j'avais parlé de cet excellent terrain, donc les Data Challenge à IAPO. Donc, c'est dans la même idée que ce qui est fait ici à Bordeaux avec IA for Industry. Donc, depuis 5 ans, on organise des compétitions étudiantes où les entreprises amènent un sujet avec leurs données et les étudiants le résolvent. Ça peut être en un week-end ou pendant un mois. En ce moment, il y en a un qui est en cours. On a plusieurs milliers d'euros de prix pour motiver les étudiants et on résume
jusqu'à 150 étudiants qui viennent de toute la France pour participer à nos compétitions. Donc pour les entreprises, pour les étudiants, ça permet de se former sur un projet réel, et pour les entreprises, ça permet de rencontrer des étudiants et de recruter des jeunes talents. Donc quelques exemples du coup pour dire que ça peut être assez varié, ça peut être de l'analyse d'imagerie satellite, ça peut être Euralis, c'était du clustering sur des conversations qu'il y avait eu sur une application pour faire un chatbot pour répondre aux questions des agriculteurs. Élan Bernet, c'était pour prédire les stratégies à adopter en temps réel dans les matchs de basket. Donc il y a une start-up qui s'est montée sur ce sujet-là. Avec Total, on avait eu un sujet de déduplication d'images dans une base de données. Donc je vais peut-être accélérer pour laisser du temps à Yannick. Ouais, je suis bon. Ok, impeccable. Ok, pour dire que dans le cadre des Data Challenge, on a toute une série de critères qui sont assez classiques pour avoir des solutions. Je vous encourage à aller voir sur notre site quels sont les résultats, les finalistes, qu'est-ce qu'ils donnent. C'est des super démos avec des produits qui ont une vision marché. Et dans ces critères-là, pour avoir gagné le prix, on a intégré des critères d'impact environnementaux. Jusqu'à présent, on proposait un prix en plus de 5 000 € sponsorisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et globalement, ce que les étudiants nous disaient jusqu'à il y a 2 ans, c'est qu'ils faisaient différents modèles, des modèles plus ou moins gros, avec différents compromis, consommation, précision. Ils proposaient comme solution pour diminuer l'impact environnemental d'utiliser des serveurs qui fonctionnaient à l'énergie renouvelable, ce genre de choses. En 2022, on a franchi un pas de plus avec l'association Boa Vista, où on a fait un Data Challenge exclusivement dédié à l'environnement, donc comment construire le classifieur de texte avec le meilleur compromis possible. Et la nouveauté, c'était qu'on automatisait directement les tests. Donc avec Boa Vista, du coup, qui est une structure qui a beaucoup d'expérience sur ce sujet. Pendant le week-end, les étudiants, ils avaient un modèle, ils l'envoyaient sur une plateforme en ligne. Le modèle était évalué automatiquement en termes de bilan carbone, en termes de consommation d'électricité, en termes de précision. Et du coup, il y avait un leaderboard, un classement des meilleurs étudiants qui se mettait à jour tout le long du week-end. Et on s'inspire de ça, du coup, pour à partir de 2023, travailler sur l'arène du Green AI, où les gladiateurs du Green AI doivent être le plus responsable possible. Donc, en abrégé, c'est Gaia, une plateforme qu'on a pu développer avec le soutien de la Fibre 64 et qu'on a testé pour le Data Challenge qui a eu lieu il y a quelques mois. Et du coup, je laisse la parole à Yannick. Ok, merci Paul. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment ça se modélise, toutes les belles pratiques que tu as dit dans la plateforme et comment on les a utilisées, les résultats, et puis un petit peu de techno pour savoir comment on l'a mis en œuvre. Donc, les objectifs, c'était vraiment de faire une plateforme pour les étudiants qui est capable de mesurer les impacts environnementaux des codes qu'ils faisaient pendant les Data Challenge. Mais ce n'était pas que. On en a profité pour faire un espace complet de gestion du Data Challenge. Alors, gestion d'un Data Challenge, ça va être la création des équipes. Il faut savoir que nous, quand on crée un Data Challenge, c'est ouvert à tous les étudiants de France, pas uniquement les étudiants palois. Donc, il y a plein d'étudiants qui ne se connaissent pas. Donc, on a fait une plateforme où ils peuvent se rencontrer le jour de la présentation des sujets, créer leurs propres équipes avec des moments d'échange où ils vont dire ouais, « moi, je suis plutôt développeur front-end, moi, je suis plutôt data scientist ». Dans l'âme, puisque c'est encore des étudiants. Et puis comme ça, ils se créent les équipes. Sur la plateforme, ils peuvent s'enregistrer et créer un petit espace conversationnel pour interagir avec notamment pas mal de mentors. Dans l'association, donc, on a pas mal de data scientists qui font le rôle de mentor pendant tout ce data challenge. Et à travers cette application, on va aussi avoir un espace d'échange pour suivre les étudiants, leur donner des conseils, notamment pour toute la partie environnementale. Ce n'est pas forcément évident de l'intégrer dans leur code, donc on les guide un petit peu. Et évidemment, après, le résultat de la plateforme, c'est quand même de fournir tous les impacts, toutes les métriques dont Paul a parlé juste avant, et donc de les sensibiliser, pas uniquement qu'à travers le prix qu'ils ont à gagner, mais aussi par rapport aux enjeux environnementaux et sociétaux. Alors, une petite vue d'ensemble de cette plateforme. Donc, globalement, on a une application web en haut à gauche qui va leur permettre de s'inscrire, de dialoguer, d'interagir, d'avoir accès aux différents datasets proposés par les entreprises pour pouvoir commencer à coder. Après, en général, ils vont commencer à coder
sur leur PC ou chez eux. Et il y a un moment, soit parce qu'ils ont besoin de calculs GPU qu'ils n'ont pas chez eux, soit parce qu'ils ont envie de se confronter aux autres d'un point de vue environnemental, ils vont nous envoyer leur code. Alors, on va leur mettre à disposition des templates pour que ça soit juste des codes à trous et qui ne cassent pas tout. Mais donc, ils auront des champs à compléter dans un template où ils pourront mettre leur code d'IA en général. Alors, globalement, les deux stratégies classiques, c'est l'entraînement du modèle et puis après l'inférence sur un jeu de test qui ne mesure pas les mêmes enjeux. Donc là, ils vont pouvoir nous les déposer sur un serveur que l'on contrôle, sur lequel on aura une équité d'exécution des jobs pour que tout le monde soit à la même enseigne. Donc ils vont recevoir, à chaque fois qu'ils vont faire un push sur ce serveur, une analyse de leurs résultats. Donc voilà un petit peu pour la vue d'ensemble, pardon. Les différents scénarios, comme je vous l'ai dit, ça peut être l'entraînement des modèles, l'inférence des modèles ou encore plein d'autres choses. Donc globalement, ce qu'on va leur donner, c'est un espèce de petit template Python comme celui-là, où ils auront un endroit où ils devront charger les données, un endroit où ils devront soit construire, soit ici charger leur modèle et puis l'évaluer sur un jeu de test. Donc ils vont avoir ça à compléter, ils vont l'envoyer sur le serveur et ils vont recevoir l'évaluation de ce code-là exécuté sur notre serveur, enfin, sur le serveur de l'association qui mesure les impacts. Alors ça va un petit peu dépendre qu'est-ce qui va être évalué, ça va dépendre de chaque sujet d'entreprise. Toutes les entreprises, on ne peut pas faire un template ou un protocole global pour tout data challenge. Ça va être en général du machine learning ou du deep learning, mais ce n'est pas tout le temps les mêmes choses. Alors, dans le cas facile, c'est quand on a des tâches de classification, par exemple des classifications de texte, qui est le cas du data challenge qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Donc là, il suffit de donner un jeu de test, par exemple, et puis ils vont évaluer leur algorithme sur ce jeu de test. Au bout d'un certain moment, ils vont avoir les résultats d'accuracy, comme d'habitude, mais en plus, on va leur sortir le temps, enfin la consommation énergétique que ça a coûté. Alors parfois, c'est un peu plus compliqué pour des problèmes ouverts. Par exemple, si c'est des données conversationnelles, ce n'est pas forcément évident d'évaluer l'accuracy. Ce n'est pas forcément évident non plus de trouver des jeux de test adaptés. Donc on essaye au fur et à mesure de créer des protocoles qui couvrent presque tous les cas d'usage que les étudiants pourraient inventer lorsqu'ils sont amenés à rencontrer ce type de problème. Et c'est à peu près tout pour cette partie-là. Il faut juste noter que nous, on leur fournit un template, mais ils peuvent l'étendre. Donc, ils peuvent rajouter leur propre scénario, leur propre dépendance logicielle, si elles ne sont pas trop exotiques, sur le serveur. Donc, on contrôle un petit peu ce qui se passe, mais on est quand même il reste assez libre. C'est un outil d'intégration continue, donc les étudiants, ils n'ont rien d'autre à faire que de pousser, de déposer leur code sur la plateforme, et avec un principe qu'on appelle les hooks chez les gens qui font du Git. Le projet va directement déclencher la mise dans un queuing sur le serveur GPU, et on garantit que chaque projet va être évalué avec les mêmes ressources. Donc il n'y aura pas deux projets évalués en même temps pour que les chiffres soient tout à fait comparables entre les différents étudiants. Donc qu'est-ce qu'on va mesurer sur ce serveur ? On va essayer de mesurer donc la consommation électrique. Alors pas toute la consommation électrique, ça va dépendre des machines, mais globalement tout ce que vous voyez en vert, donc ça veut dire le GPU, le CPU et puis les accès RAM. Après tout ce qui est réseau, écran ou mémoire externe comme le disque dur ne sont pas pris en compte dans nos mesures. Donc soit avec NVIDIA SMI, soit avec Rappel de Intel, on arrive à choper toutes ces données-là. Elles sont analysées ensuite avec des solutions logicielles open source comme Code Carbone ou Hypermeter. Et elles retournent donc un certain nombre de champs, donc la consommation CPU, la consommation GPU et l'empreinte mémoire
en pourcentage d'utilisation. Et juste pour ceux qui voudraient mettre ce genre de solution en place, il faut juste faire attention d'avoir un accès administrateur en lecture pour avoir accès à ce genre de données, du moins lorsqu'on est sur des machines physiques. Lorsqu'on est sur des machines cloud ou sur des environnements virtualisés, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour les GPU, ça marche très bien. Ce qui est quand même ceux qui veulent calculer en général. Alors, juste un petit aperçu pour terminer de la plateforme. Donc, on a la gestion des événements. Donc là, on va pouvoir créer des nouveaux événements. Donc, typiquement, une battle, enfin, une data battle, un data challenge. Alors, une data battle, c'est juste des data challenge entre différentes écoles avec un classement un peu à la match de tennis et des finales. On va pouvoir, donc, chaque entreprise va pouvoir y déposer un projet. Donc, il peut y avoir plusieurs entreprises qui participent à un challenge ou à une battle. Les étudiants, eux, vont pouvoir gérer leur équipe. Et là, le point intéressant pour aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit bouton analyser. Et à chaque fois qu'ils vont envoyer un code sur la plateforme, ils vont retrouver les résultats dans le bouton analyser en haut à gauche, en plus d'avoir la messagerie pour interagir, en plus d'avoir un certain nombre d'informations. Et donc, à quoi ça va ressembler au final? Ils vont retrouver, en cliquant sur le bouton analyser, ils vont retrouver le score de tous leurs jobs qu'ils ont envoyés. Alors, j'ai fait un petit zoom sur ce qui nous intéresse, par exemple la consommation GPU. Ici, on voit que entre les deux modèles, il y a une petite évolution de 20%. Donc, soit ils ont amélioré, soit ils ont détérioré le modèle. Ça dépendra, je ne me rappelle plus dans quel ordre étaient arrivés ces lancements. Alors, ils ont une petite information comme quoi le lancement est effectué, puis après, ils ont leur consommation qui arrive. Globalement, ça a été codé avec une application en JavaScript, donc un Node pour le back et puis React.js pour le front. Le serveur Git pour tout l'échange des codes entre les étudiants et le serveur. Et pour garantir l'équité, un système de file d'attente tout simplement géré avec un cron tab sur le serveur. Alors, je ne vais pas faire de démo aujourd'hui parce qu'on ne peut pas. Quelques conclusions. Donc, le premier test a été réalisé en décembre 2023. On a en plus rajouté un cours un peu comme celui qu'on vient de faire, mais en plus détaillé sur les enjeux de l'impact environnemental et la manipulation de la plateforme, auxquels les étudiants qui participent au Data Challenge peuvent plutôt assister afin d'avoir les bonnes pratiques. Il y a un second test qui est fait en ce moment, qui a démarré au début du mois, qui se terminera par la finale le 28, sur un sujet qui est basé sur la transition énergétique des entreprises. Donc là, non seulement on fait de la sensibilisation, mais là, le sujet est lui-même sur cette thématique-là, avec la société Cardos. On a maintenu le cours de formation et on a un peu amélioré par rapport à 2023 l'automatisation du déploiement pour la partie calcul. Voilà. Et on espère pouvoir encore faciliter la construction des scénarios pour les étudiants, parce que là, on a quelques templates prédéfinis, mais il y a des étudiants qui disent ce cas-là n'a pas été pensé par la plateforme et est mal évalué. Et aussi améliorer un peu l'ergonomie web pour qu'ils aient un peu plus de fonctionnalités. Donc voilà un petit peu pour la présentation. On remercie tous les contributeurs, Peyo qui est dans la salle, et puis un certain nombre d'étudiants qui, à travers leur stage de fin d'études, nous ont aidés à développer la plateforme. Et on est à votre écoute pour les questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il y en a une déjà. Bonjour et merci pour cette présentation. Je n'ai pas bien compris si vous faisiez de la formation à la façon de coder, à la façon de gérer, ou c'est simplement, quand vous parliez formation, c'est formation à l'utilisation de la plateforme. Les bonnes pratiques et l'éthique ou des choses comme ça, est-ce que ça fait partie de votre formation, votre plan de formation? Alors, nous, on n'est pas les formateurs. Donc, en fait, il y a deux réponses. Il y a une séance de formation qui est faite sur uniquement les enjeux environnementaux et l'utilisation de la plateforme. Et après, on a des data scientists
qui sont majoritairement soit des data scientists qui sont en entreprise dans l'écosystème palois, soit des profs de l'université, qui ont, eux, le rôle de mentor, donc qui suivent les équipes plus sur les parties codage, implémentation, modèle, et qui les encadrent tout au long du Data Challenge. Mais ce ne sont pas des cours, c'est vraiment l'encadrement comme si on faisait des TP et qu'on était avec eux pour les accompagner. Les formations sont faites en amont dans leurs écoles d'origine. D'accord, merci. Merci. Une autre question? Oui, bonjour, merci. Oui, ma question, c'était à quel moment vous évaluez ou pas qu'il vaut mieux avoir une accuracy de 95% versus 99%, mais si on a consommé 2 fois moins d'énergie, voilà. Est-ce qu'il y a un arbitrage qui est fait à ce niveau-là? Alors l'idée, c'est que les étudiants font une analyse et présentent les différents compromis à l'entreprise. Et au final, c'est l'entreprise qui va décider qu'est-ce qu'elle va mettre en place, quoi. Les étudiants font des recommandations. Pour compléter, en fait, on travaille avec un système de pool, avec plusieurs groupes d'étudiants, enfin plusieurs équipes. Et puis, à chaque fois que ça avance, il y a des petits jurys dans lesquels ils essayent de convaincre des jurys qui sont composés donc de l'entreprise qui a le plus gros poids en général, et puis des experts métiers et des extérieurs. Et donc, ils connaissent les règles du jeu. Et c'est vraiment, après, ça reste un compromis. Il y a des entreprises qui vont dire non, moi je veux que de l'accuracy. Mais nous, on essaie, dans ce cas-là, c'est plutôt l'entreprise qu'on essaie de sensibiliser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Je vais juste une question concernant du coup la confidentialité, parce que l'enjeu important pour les entreprises en travaillant avec du coup les étudiants, c'est d'assurer que les données qu'ils ont fournies à la plateforme qui ne vont pas être servies à d'autres personnes de coup de concurrents ou peut-être des étudiants qui vont exploiter et présenter quelque part. Et après, ça permet du coup de quelqu'un d'autre d'utiliser des données pour d'autres objectifs. Je ne sais pas comment du coup la plateforme peut arrêter ces situations-là. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment inventé de nouveaux protocoles. On leur fait signer une charte de non-divulgation des données. Mais bon, les étudiants ont accès aux données, les récupèrent dans un premier temps sur leur poste en local avant de les envoyer sur la plateforme. Donc, ils ont juste signé une charte, enfin un document confidentiel, comme quoi ils s'engagent à ne pas, comme dans n'importe quel hackathon, globalement, mais il n'y a pas d'autres choses mises en place. Le seul truc, c'est qu'on travaille sur des serveurs qu'on administre directement. On n'est pas sur des. Donc, on sait que les données restent chez nous, mais les étudiants peuvent très bien en faire ce qu'ils veulent, ça c'est sûr. Pour compléter rapidement, par contre, les données, quand ils utilisent la plateforme, les données sont déjà en place sur la plateforme parce qu'on s'est mis d'accord sur le protocole de test. Mais c'est possible aussi de dire que, comme dans beaucoup de compétitions de machine learning, les données sont sur le serveur, les étudiants ne les connaissent pas, ils savent juste qu'elles ont le format, eux ils envoient leur modèle et ils n'auront jamais accès aux données. Ouais. Après, il faut quand même qu'ils aient les données chez eux pour pouvoir les regarder et travailler dessus quand même. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez entendu la question? Oui, ok. Donc, oui, dans un certain sens. Mais après, disons, en fait, le modèle, en fait, il a été issu d'une équipe de recherche qui était spécialisée dans le Green AI. Donc, on passait notre temps à... On leur fait confiance. Donc, moi, j'avais une question. Après, c'est... Ok.
Mais après, c'est vrai que c'est une bonne évaluation, quoi. Et comme finalement l'impact global, c'est la première image que je montrais, quoi. Après, c'est pour quels effets serait utilisé le modèle, etc. Donc, est-ce que des fois, ça vaut le coup de passer beaucoup de temps à optimiser quelque chose alors qu'il y aura d'autres effets indirects de second ordre qui seront différents? Est-ce qu'on s'embête comme le profiling, les règles de profiling de base, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus pour l'inférence des modèles, là où il faut faire attention à l'énergie du code. C'est peut-être davantage quand on pense à des modèles qui vont être pris en production pour lesquels il y aura beaucoup d'inférences que pour l'utilisation de code en labo de recherche où finalement le modèle va tourner une fois. Donc voilà, c'est une question. Merci. Moi, je voulais poser une question qui rejoint un peu la première qui vous a été posée tout à l'heure. C'était plutôt sur la façon dont les étudiants sont sensibles, ou en tout cas réactifs à cette dimension. Aujourd'hui, on voit bien que vous en faites un critère pour gagner le Data Challenge, donc forcément, ils jouent le jeu. Mais est-ce que c'est un sujet sur lequel vous sentez qu'il y a peut-être des évolutions ou pas? Et est-ce que dans le cadre de leur formation, dans le cadre de leurs écoles, c'est des sujets qui sont abordés ou vous sentez que vous êtes les premiers à mettre le doigt là-dessus quand ils participent à un Data Challenge? Oui, je fais. Alors, nous, on essaye de les sensibiliser. Enfin, moi, en plus d'être membre de l'association, je suis aussi enseignant-chercheur dans une école d'ingé. Et donc, depuis quelques années, on a un cours de deep learning. Et depuis maintenant 2 ans, on leur a rajouté un chapitre où on leur montre tous les outils qu'on a mis en place ici. Et donc, oui, on essaye de les sensibiliser et on a candidaté, Astrid Jourdan a présenté ce matin en plénière l'association IAPO et elle a parlé d'un CMA qu'on a gagné, Green Digital Skills, dont l'objectif c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble des étudiants du territoire aquitain et au-delà, à terme, à ces choses-là, que ce soit pour des actions dans les collèges, dans les lycées, à l'université. Donc, c'est des choses qu'on va mettre en place sur les 5 prochaines années, parce que c'est la durée du CMA, avec la création de MOOC, de formation et ce genre de choses. Mais nous, on l'a déjà mis un peu en place en bêta-testeur, on va dire. Et pour répondre à la question de ce qu'on observe chez les étudiants, tu me corriges, mais c'est assez varié. Et plutôt dans la journée, il y avait quelqu'un qui avait parlé d'un écart entre des personnes très informées et des personnes qui avaient parlé d'environnement, mais qui n'avaient pas encore beaucoup creusé la question, varié dans le sens... là, comme disait Yannick, on leur fait 1 heure de cours et on leur explique les mécanismes d'effet rebond qui sont fondamentaux pour comprendre les impacts environnementaux du numérique. Et à main levée, les effets rebonds, il y en a encore une majorité qui n'en ont jamais entendu parler. Mais on a aussi des cas où des étudiants qui vont challenger leur entreprise sur la finalité de leur entreprise de manière constructive. Ça a donné à des discussions vraiment passionnantes. Où du coup, eux, ils avaient toute une vision globale, ils optimisaient également localement et on avait quelque chose de très mature. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à pousser pour arriver à avoir que l'espace de dialogue fonctionne de cette manière-là, quoi. Merci beaucoup. Du coup, s'il n'y a pas une dernière question, on va clôturer là cette session. Merci beaucoup, c'était très intéressant.